Il était une fois, l'armée russe était censée être la deuxième plus puissante au monde. Aujourd'hui, l'armée russe n'est même pas la force militaire la plus puissante en Ukraine. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, les forces armées du pays ont été soumises à un étrange rituel d'humiliation, en partie à cause de l'ingéniosité et de l'innovation de leurs rivaux ukrainiens, mais aussi en partie à cause de la pure incompétence de leurs propres officiers supérieurs. Ne vous y trompez pas, l'Ukraine n'aurait jamais tenu aussi longtemps sans le courage et la ténacité de ses forces armées, mais la capacité constante de la Russie à s'enfoncer dans de nouvelles erreurs catastrophiques n'a certainement pas nui non plus. Aussi douloureuse que ces dernières années aient été pour l'armée russe, la situation s'est encore détériorée en 2026. La Russie perd des soldats à un rythme inédit, sacrifiant plus de vies, de munitions et de richesses, tout en conquérant de moins en moins de territoires chaque mois. Ses commandants sur le champ de bataille prennent des décisions de plus en plus mauvaises, puis mentent ouvertement à leurs supérieurs lorsque leurs attaques échouent inévitablement. Au Kremlin, Vladimir Poutine est entouré de gens lui annonçant de fausses victoires, alors que l'offensive de printemps-été russe s'est totalement effondrée. Aussi incompétente que semble l'armée russe, la réalité est pire. Car derrière les victoires ukrainiennes et les erreurs évidentes de Moscou, l'armée russe a construit une machine cachée et corrompue, où chaque catastrophe sur le champ de bataille met des roubles dans les poches des Russes. Dès le début de l'épisode, il faut avertir sur les forces armées russes. Malgré la défaite de Moscou en Ukraine et les nombreux problèmes évoqués, nous n'affirmons pas que l'armée russe est proche de l'effondrement total. La progression russe sur le champ de bataille s'est globalement arrêtée, mais la Russie avance encore dans certaines zones et recule dans d'autres. Au contraire, nous aimerions attirer votre attention sur le point opposé. Même après tout ce que l'Ukraine a accompli dans cette guerre, et même après tout le potentiel que Moscou a gaspillé, l'armée russe tient toujours debout. Parfois il semble qu'elle tienne debout malgré elle, mais elle tient tout de même. Nous le soulignons en partie parce que nous aimerions garder des attentes réalistes autour de cette discussion, mais aussi parce que nous devrions garder ce fait à l'esprit chaque fois que notre conversation aborde la question de la corruption. La corruption et l'exploitation que nous allons décrire aujourd'hui ne sont pas un accident. Elles existent à cause de la guerre en Ukraine. Elle se nourrit de la guerre en Ukraine, et les personnes qui profitent le plus de cette exploitation sont celles qui ont le plus d'intérêt à ce que la guerre continue. Même après qu'une évaluation honnête et externe indiquerait que les gains russes ne justifient pas le coût engagé. Mais commençons l'histoire de l'incompétence russe par les problèmes que ses ennemis à Kiev ont infligés à Moscou, en commençant par l'offensive russe du printemps et de l'été. Il y a quelques mois, la Russie installait des moyens pour une offensive majeure autour de Sloviansk, dans l'oblast partiellement occupée de Donetsk. Prendre Sloviansk n'allait pas être facile pour les Russes. Pour réussir, ils devaient d'abord capturer Liman lors d'une bataille urbaine intense, semblable à celle de Pokrovsk de 2024 à début 2025. Ensuite, pour capturer Sloviansk, ils auraient dû remporter une bataille urbaine encore plus importante, tout en attirant simultanément l'attention de l'Ukraine ailleurs, en lançant une série d'offensives secondaires. Capturer Sloviansk, et la Russie aurait pris le point d'ancrage nord de la fameuse ceinture de forteresse de l'Ukraine, une structure à plusieurs couches de fortifications défensives que l'Ukraine doit absolument tenir face à l'avancée russe. Mais avant même que l'offensive de printemps ne puisse commencer, l'Ukraine a révélé ce qui s'est avéré être un avantage décisif. Un nouvel arsenal de drones de moyenne portée, dont le frelon américain, et des avancées tactiques pour les utiliser efficacement. Surnommé le Martien II par les soldats russes, le frelon est piloté en partie par l'intelligence artificielle, et il est totalement imperméable au brouillage russe car il navigue en utilisant cette IA pour lire le terrain visuellement au lieu de dépendre du GPS ou d'un contrôle à distance. L'IA embarquée peut identifier les cibles et même gérer toute seule le processus final d'élimination. En volant sur une distance de plus de 100 km, elle reste presque silencieuse jusqu'à l'impact, coûte très peu, et l'Ukraine les a surtout utilisées pour frapper les opérations préparatoires plutôt que les troupes russes en première ligne. Les forces russes n'ont pas protégé leur stock de munitions, camions-citernes ou camps loin du front. De plus, le frelon n'est qu'un des drones ukrainiens. Récemment, la 412e brigade Némésis de l'Ukraine a dévoilé le Morrigan, un autre drone d'attaque de moyenne porté optimisé pour opérer bien derrière les lignes ennemies. Ces drones ont permis à l'Ukraine de stopper l'offensive de printemps avant son démarrage. Plus important encore, l'Ukraine a obtenu ces résultats sans mettre davantage ses soldats en danger.
Les forces ukrainiennes manquent chroniquement d'effectifs et sont perpétuellement épuisées, et Kyiv n'a pas la capacité d'affronter de front toute la puissance d'une offensive russe dans une zone donnée. Mais au lieu de cela, elle a complètement détruit l'infrastructure dont la Russie avait besoin pour lancer une offensive qui ne s'effondrerait pas sous son propre poids. En conséquence, les forces russes proches du front sont isolées, privées de renforts et de ravitaillement facile, tandis que la majorité des pertes survient loin du front, où les troupes russes baissent leur garde. L'Ukraine a élargi ses frappes au réseau routier des territoires occupés jusqu'en Crimée, où les bombardements ukrainiens menacent désormais toute la région d'effondrement économique. Les camions-citernes, trains et ferries n'atteignent pas la Crimée. Les infrastructures de stockage de carburant existantes sur place ont été détruites, et les problèmes ne font qu'empirer, avec des pénuries de carburant qui commencent maintenant à se répandre dans le Donbass. Selon les derniers rapports du front, les équipes mobiles de défense contre les drones risquent maintenant de manquer de carburant, une crise qui ouvrirait la voie à des frappes ukrainiennes encore plus profondes. L'Ukraine améliore sans cesse son ciblage, permettant aux forces ukrainiennes de repérer et détruire une cible mobile en quelques minutes à l'aide d'un drone. Il faut souligner que l'efficacité des nouveaux drones et tactiques ukrainiens résulte de l'incapacité de la Russie à s'adapter. Au cours des dernières années, la Russie et l'Ukraine se sont engagées dans un cycle d'innovation mutuelle, chaque camp trouvant de nouvelles solutions aux problèmes du champ de bataille et obtenant un avantage temporaire jusqu'à ce que l'autre réponde par ses propres innovations. Cette fois, la Russie n'a pas trouvé de solution innovante aux nouveaux problèmes posés par l'Ukraine. Les drones IA de Kyiv peuvent être neutralisés par des armes à énergie dirigée, des drones intercepteurs dédiés ou des armes à feu utilisées par de nombreuses patrouilles. La Russie n'a pas réussi à créer des armes à énergie dirigée. Elle ne fournit pas de drones intercepteurs adaptés au front et n'a pas gardé assez de troupes à l'arrière pour sécuriser ses zones de rassemblement, Moscou n'ayant pas anticipé ce type de problème. Maintenant, les troupes russes sont dispersées à l'excès et elles n'ont pas d'autre choix que de tenir leur position sur le front, alors qu'en réalité, leurs effectifs sont nécessaires pour défendre le territoire que la Russie a déjà conquis. Un problème similaire se manifeste dans deux domaines de grande vulnérabilité constante pour la Russie, dans les airs et en mer. La Russie ne parvient pas à engager pleinement son armée de l'air, se limitant aux bombardiers stratégiques et aux MiG-31 pour tirer des missiles de croisière longue portée. La Russie évite d'employer ses avions de reconnaissance et de commandement les plus précieux, l'Ukraine ayant démontré qu'elle pouvait les abattre avec des missiles Patriot américains. Le chasseur Su-57, pourtant de classe mondiale, reste quasi absent de l'espace aérien contesté. Le problème aérien russe devrait empirer début 2027, quand l'Ukraine recevra ses premiers chasseurs, Gripen suédois et le missile longue portée Météor, capable de viser les bombardiers stratégiques russes lors de tirs de missiles. Sur l'eau, l'Ukraine ne dispose pas de forces navales significatives au sens conventionnel, mais l'utilisation de drones maritimes par l'Ukraine a été si efficace que la flotte russe de la mer Noire ne peut pas prendre le risque de quitter le port. La flotte de la mer Noire n'est pas la seule force navale russe à avoir souffert. Lors d'une récente série de frappes sur la ville de Saint-Pétersbourg, programmée pour coïncider avec un sommet de haut niveau auquel Vladimir Poutine assistait personnellement, l'Ukraine a réussi à frapper le Boïki, une corvette lance-missiles qui était en réparation en cale sèche. Les drones aériens ukrainiens de moyenne portée mènent désormais des frappes précises contre des navires de guerre auparavant vulnérables, uniquement aux drones maritimes. En parlant de Saint-Pétersbourg, les défenses aériennes russes sur le front intérieur semblaient être au bord de l'effondrement total. Les drones ukrainiens à longue portée frappent désormais régulièrement des cibles, autrefois impensables, des terminaux pétroliers de la mer Baltique à Primorsk et Oust-Louga jusqu'aux centres industriels de défense sensibles ou hautement spécialisés situés au cœur même de la Russie. Moscou a déjà été visé avec succès et, selon le concepteur en chef de Farpoint, une nouvelle gamme de missiles balistiques ukrainiens pourra bientôt frapper Moscou directement. Bien sûr, la Russie n'est généralement pas très transparente au sujet de ses échecs en matière de défense aérienne vis-à-vis du reste du monde. Il est donc difficile de déterminer de façon concluante si ces échecs sont dus à un manque d'intercepteurs, à des tactiques ukrainiennes de saturation, à une pénurie globale de systèmes, à une déficience technique empêchant la Russie de détecter les drones entrants ou à une combinaison de ces facteurs. Nous savons cependant que la Russie n'a pas réussi à s'attaquer sérieusement à ce problème. Le problème est si grave que la Russie permet désormais aux entreprises et banques d'acheter et exploiter leurs propres systèmes de défense aérienne. La Russie recrute en réalité du personnel de sécurité civile non formé pour combler les lacunes. Elle utilise aussi le secteur financier pour acquérir et gérer des systèmes anti-drones que la Russie refuse ou ne peut financer.
La Russie paraît incapable de cibler les centres de commandement ou stocks de drones qui rendent impossibles les frappes ukrainiennes à longue portée. La Russie tente donc de dissuader l'Ukraine en lançant des frappes à longue portée, ciblant souvent des centres de population, des infrastructures énergétiques ou des sites à double usage plutôt que l'armée ukrainienne. Cependant, cette dissuasion est inefficace, et l'Ukraine s'est montrée prête à endurer ces frappes pour riposter contre la Russie. Aussi impressionnants soient les récents progrès de l'Ukraine, ils ne révèlent ce qu'une partie de l'histoire. Tout aussi important, voire même plus, c'est l'incroyable régularité avec laquelle la Russie parvient à se tirer une balle dans le pied. Le péché originel de Moscou, pour ainsi dire, est un phénomène que le reste du monde connaît très bien. Une confiance excessive qui aide la Russie à se saborder depuis le tout début. Malgré les récits alternatifs diffusés par les fermes de bots russes et répétés sans doute dans cette même section de commentaires, « Bonjour les robots », l'idée que Kyiv tomberait en 3 jours était bel et bien une invention russe, citée dans des documents occidentaux basés sur des rapports divulgués du FSB. La confirmation est venue quand les forces ukrainiennes ont attaqué les véhicules russes abandonnés après leur avancée ratée et ont constaté qu'ils n'avaient que 3 jours de provisions. Mais bien plus important que l'erreur initiale de la Russie, c'est le fait que Moscou n'a toujours pas tiré les leçons de cette expérience. Les planificateurs et stratèges militaires à tous les niveaux de l'armée russe, depuis les unités sur le champ de bataille jusqu'à Vladimir Poutine lui-même, fondent encore leurs décisions et leurs attentes sur une version idéalisée de l'armée russe qui n'existe tout simplement pas. Avec le temps, ce problème s'est combiné à un autre. Le fait que les dirigeants russes, encore une fois depuis le niveau des unités jusqu'au sommet, refusent donc tout simplement de se donner des évaluations honnêtes de ce qui se passe. À un certain moment, ces dirigeants ont compris qu'ils pouvaient s'en sortir en rapportant des avancées, des victoires et d'autres bonnes nouvelles qui n'existaient en réalité pas. Le problème débute souvent discrètement sur les lignes de front. Un capitaine russe envoie une unité planter un drapeau et prendre des selfies dans une zone contestée. Après leur destruction par des frappes de drones, il transmet les photos à son commandant en affirmant que ses forces ont pris le territoire. Le commandant reçoit ce jour-là plusieurs rapports similaires, puis informe son colonel que la ligne de front a avancé de quelques centaines de mètres, alors qu'en réalité, la plupart de ses troupes n'ont pas bougé. C'est bien sûr un exemple anecdotique, mais vous voyez l'idée, et cette information remonte ensuite la chaîne de commandement jusqu'à atteindre quelqu'un comme le chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov. Nous mettons particulièrement l'accent sur Gerasimov parce que c'est ainsi que l'on obtient des déclarations comme celle qu'il a faite en avril dernier, lorsqu'il affirme que la Russie a capturé un total de 80 localités et plus de 1700 km² depuis le début de l'année. Des observateurs indépendants affirment que Gerasimov a triplé la superficie réellement conquise par la Russie, sans évoquer les pertes territoriales. Mais ne vous fiez pas uniquement à notre avis. Même les blogueurs militaires russes ont ensuite qualifié cela de mensonge. Mais ces problèmes de communication institutionnelle, combinés à la perception exagérée que l'armée russe a d'elle-même, ont abouti à un troisième problème, une exigence de progression à tout prix. À ce stade de la guerre, les commandants et les supérieurs se sont habitués à l'idée que leurs troupes avancent constamment, prennent continuellement du territoire et rapprochent sans cesse la Russie de la victoire. Ce mensonge est désormais trop important pour échouer, et si des commandants russes rapportent des résultats contraires à ce mensonge, là où la Russie ne s'y attend pas, ils risquent d'être rétrogradés, relevés de leurs fonctions, voire pire. Ainsi, chaque échelon de commandement russe exerce une forte pression sur le niveau inférieur, jusqu'aux soldats en première ligne. Leurs commandants doivent montrer des avancées et sans craindre de sanctions pour sacrifier des vies, exposent ainsi les soldats de première ligne à de grands risques lors d'attaques très dangereuses. Il est courant qu'un soldat en première ligne d'une grande guerre soit exposé à un certain risque. Il y a une différence entre recevoir l'ordre d'avancer lors d'une offensive coordonnée contre une cible bien définie et bien repérée et être envoyé s'infiltrer dans une zone non explorée où la surveillance ukrainienne et les drones kamikazes devraient me dominer. Les soldats russes sont envoyés dans ce type de situation, non pour réussir, mais pour permettre à leur commandant d'annoncer un succès grâce à une dénégation plausible. Finalement, cette tactique fonctionne parfois. De nombreux soldats russes le survivent dans de petites cachettes après que des unités aient suffisamment progressé pour saturer localement un territoire, puis le prendre. Mais le coût des munitions, des fonds, des fournitures et surtout des vies humaines est bien supérieur à la valeur de ce que la Russie capture réellement. La Russie se préoccupe peu du sort de ses soldats envoyés à l'abattoir.
De nombreuses sources militaires russes signalent que des soldats, y compris des recrues qualifiés, sont envoyés dans des unités d'assaut sans considération de leurs compétences, alors qu'ils pourraient aider la Russie autrement. Des soldats ayant de l'expérience dans l'électricité, la gestion logistique et même dans le domaine médical ont été réaffectés contre leur gré à des brigades d'assaut, souvent sans explication. Parfois, ces réaffectations arrivent après qu'ils aient été recrutés avec la promesse d'utiliser leurs compétences avancées. Les réaffectations paraissent parfois aléatoires, mais servent aussi parfois de sanction. Les soldats qui désobéissent aux ordres, tentent de s'évader ou mettent en colère leurs commandants ont de fortes chances d'être réaffectés à des unités où ils seront utilisés comme chair à canon. Mais revenons à la campagne de drones de moyenne portée de l'Ukraine, car cela aggrave encore plus ce problème. Même dans les meilleurs moments, les troupes russes lançaient ces assauts risqués avec seulement quelques avantages. Un peu d'entraînement et de temps de préparation, une infrastructure logistique relativement bien approvisionnée pour assurer leur survie, une possibilité d'évacuation médicale s'ils sont blessés, et la perspective que des renforts les rejoignent rapidement s'ils survivent. Aujourd'hui, cependant, toute cette infrastructure de soutien a été réduite en miettes. Pourtant, on attend toujours des avancées sur le front. Donc ces soldats reçoivent toujours l'ordre d'avancer, mais ils sont surexposés, sous-approvisionnés et isolés, alors que la situation était déjà mauvaise. Lorsqu'ils sont blessés, ils ne sont pas évacués. Ils meurent de façon lente, horrible et prévisible. Au point que, au lieu du ratio habituel de tués pour blessés dans la guerre moderne, soit un tué pour 3 blessés, les évaluations ukrainiennes suggèrent que le rapport de la Russie ressemble plutôt à 2 soldats tués pour un blessé. Encore pire, les soldats qui sont blessés sont souvent renvoyés au combat. Parfois, des vidéos montrent des soldats sur béquilles ou en fauteuil roulant, avec des blessures visibles ou des membres inutilisables, contraints de retourner dans des unités d'assaut où leur mort est presque certaine. Et ce serait déjà grave si la Russie ne s'efforçait pas en plus de handicaper ses soldats, comme avec l'équipement de drones en première ligne. Le Kremlin aurait demandé à la plupart des unités de combat de restituer leurs drones pour les transférer aux forces de drones spécialisées russes, selon des blogueurs militaires russes. Malgré tout, les unités russes de drones restent mal réparties le long de la ligne de front et ne s'intègrent pas à une infrastructure décisionnelle efficace permettant de soutenir les troupes en temps réel. Ainsi, là où un peloton russe pouvait autrefois utiliser de petits drones FPV pour explorer les environs ou frapper des cibles ukrainiennes, ils n'ont maintenant plus rien. Ils sont opérationnellement aveugles et dépendent d'une autre branche pour le soutien. La Russie a commencé à résoudre ce problème sur le papier. Moscou affirme que la Russie fabrique maintenant un nombre record de drones FPV. Selon les blogueurs militaires, ces drones de remplacement sont peu fiables, inefficaces et d'une qualité de fabrication dangereusement médiocre. De même, les troupes russes sont encore sous le choc de la décision de couper l'accès à Telegram il y a quelques mois, exigeant que Telegram soit remplacé par l'application Max gérée par l'État, malgré le fait qu'elle soit peu sécurisée, incomplète et extrêmement boguée. Peut-être que Poutine l'a codée selon son humeur. On pourrait en dire autant de la perte de Starlink, un service de connectivité contrôlé par l'Occident dont la Russie a choisi de rester dépendante au lieu de consacrer les ressources nécessaires pour construire sa propre alternative. Maintenant, dans un instant, nous allons aller encore plus loin et expliquer de nombreuses façons dont l'incompétence militaire russe n'est pas accidentelle, mais intentionnelle, et ce, pour les pires raisons qui soient. Avant cela, faisons une pause pour présenter notre site réservé aux abonnés. Warfront est notre plateforme pour partager des histoires que nous n'avons pas la place de traiter sur la chaîne principale, où nous pouvons approfondir bien plus que sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 à 2 podcasts sur les conflits et sujets géopolitiques importants pour vous. Notre couverture porte souvent sur l'invasion russe de l'Ukraine, mais aussi sur l'Iran, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions, ainsi que sur de nombreux conflits mineurs que le reste du monde a tendance à ignorer. Cette semaine, nous avons publié un épisode exclusif d'analyse approfondie offrant un regard détaillé sur la façon dont la Corée du Nord perçoit le reste du monde. C'est près d'1 heure et demie consacrée à la vision à la fois folle mais parfaitement claire de Pyongyang sur le monde, et vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. Un abonnement à Warfront ne coûte que $5 par mois ou $50 par an. C'est frontstock.co, allez y jeter un œil. Et maintenant, on reprend. Si on arrêtait l'épisode maintenant, la situation décrite serait déjà assez grave. Une armée russe qui n'a absolument pas su répondre aux innovations ukrainiennes sur le champ de bataille et qui prend constamment des décisions mettant inutilement ses troupes en danger extrême. Mais bien trop souvent, quand un pays ou une force armée semble souffrir de problèmes aussi généralisés et manifestement stupides qu'ils en deviennent incompréhensibles, il est important de se poser une autre question. Qui en profite financièrement ?
Si les motivations évidentes de la Russie sont d'augmenter la puissance de combat de ses troupes, de réaliser de véritables avancées sur le champ de bataille et, à terme, de gagner la guerre, alors qui, en Russie, a intérêt à ce que cela n'arrive pas? Pour répondre à cette question, nous allons vous inviter à envisager la guerre un peu différemment, juste pendant 1 minute. Enlevez les gens, les armes, les chars, les drones et le territoire, et considérez l'invasion russe comme un flux d'argent. Cet argent est envoyé depuis la Russie et acheminé vers l'Ukraine sous forme d'équipements militaires, de fournitures de carburant et de paiements directs versés aux soldats russes. Puis une partie de cet argent retourne en Russie sous forme de salaire pour ces soldats, de virements sur des comptes bancaires ou envoyés à leurs familles. Ce flux de fonds est partiellement réglementé, mais il se produit dans et autour d'une zone de combat active, ce qui rend la surveillance difficile. Et les transferts financiers doivent-ils se faire avec une surveillance interne limitée ou des protections anticorruption restreintes, sans parler du fait que l'État russe n'est pas vraiment un exemple en matière de contrôle interne. Les transactions atteignent des dizaines de milliards de roubles, rendant les montants manquants importants faciles à ignorer comme de simples erreurs d'arrondi. Alors écoute, si tu étais quelqu'un qui veut mettre la main sur de l'argent que tu pourrais raisonnablement obtenir quelque part dans l'économie russe, alors la guerre est l'endroit parfait pour le faire. Il te suffit de trouver où tu peux t'interposer dans le flux régulier des fonds, que ces fonds aillent vers la zone de conflit ou qu'ils en sortent. Regarde encore une fois les problèmes auxquels l'armée russe est confrontée, et le spectre de la corruption interne est partout. Nous allons commencer par quelques exemples venant du sommet, de personnes qui exercent un immense pouvoir au sein des forces armées russes. Prenons Roman Demianov, général-major et commandant adjoint de la 20e armée interarmes russe. Sur plusieurs années, il a régulièrement extorqué ses subordonnés pour l'équivalent de centaines de milliers de dollars américains, dont une partie était transmise à ses supérieurs qui attendaient des paiements supplémentaires. Comme il l'a un jour écrit par SMS à l'un de ses subordonnés, je cite « La guerre, c'est la guerre, mais n'oublie pas l'argent. Prends ta part, supprime ce message plus tard. » Bon. Ou prenez l'ancien vice-ministre de la Défense, Rouslan Salikov, qui a été inculpé pour corruption, blanchiment d'argent et complot, des accusations selon lesquelles il aurait créé un gang pour voler le budget de l'État russe. Il a été arrêté lors d'une série de poursuites visant l'ex-ministre de la Défense Sergueï Choïgu. Mais même si la Russie poursuit parfois des responsables corrompus, le bilan du Kremlin s'accorde d'une manière très inquiétante avec un problème que nous avons déjà mentionné. Les commandants ne sont vraiment évalués qu'après un échec nécessitant leur éviction, souvent suite à des revers sur le champ de bataille. Du point de vue de Vladimir Poutine, l'avantage que tout le monde dans la direction russe soit aussi corrompu, c'est que lorsqu'il est temps de les évincer, il ne faut généralement pas longtemps pour examiner leurs finances et porter contre eux des accusations légitimes et accablantes. Mais si ces commandants comprennent qu'ils ne seront examinés qu'après qu'on ait découvert qu'ils ont commis des erreurs sur le champ de bataille, alors ils sont fortement incités à faire en sorte que leurs erreurs ne deviennent pas de notoriété publique. Alors ils poussent leurs subordonnés toujours plus fort et encore plus fort, jusqu'à ce que les soldats en première ligne se battent et meurent pour créer une illusion de progrès sur le front, afin que leurs commandants puissent sauver leur peau. Prenez un autre problème déjà évoqué. Les drones FPV bon marché, de mauvaise qualité et inefficaces envoyés en masse sur les lignes russes. Cette décision était l'œuvre de Yuri Vaginov, le commandant des forces russes des systèmes sans pilote, qui a été nommé à la fin de 2025. Mais voilà le problème avec Vaginov. Il n'a aucune expérience militaire, aucune formation militaire, malgré le fait qu'il détienne maintenant le grade de lieutenant-colonel. À la place, on peut il possède une très grande entreprise de drones, la même entreprise de drones qui engloutit maintenant des roubles grâce aux contrats d'État et qui produit en masse les drones FPV que les soldats russes sont censés utiliser. Intéressant, n'est-ce pas ? En somme, ce seul oligarque en devenir a trouvé un moyen de se positionner à la fois au sein de l'armée russe et du complexe militaro-industriel russe afin de s'assurer un monopole sur l'approvisionnement en drones dans la plus grande guerre de drones que le monde ait jamais connue. Pour les soldats russes, sa nomination est une catastrophe menaçant leur vie. Pour Kaganov, les incitations seront de bâcler le travail, gonfler artificiellement les coûts et piller au maximum le budget russe des drones. Mais parlons de l'autre façon dont l'argent circule du côté russe dans cette guerre. Il va dans les poches des soldats et ensuite, idéalement, retourne sur leur compte bancaire ou à leur famille. C'est là que les commandants de niveau inférieur trouvent leur opportunité, car ils détiennent le pouvoir de décider qui vit et qui meurt. Dans un article d'avril de The Economist, une douzaine de soldats sous contrat russe décrivent de comment les fantassins pèlent leurs commandants pour éviter le front. Ils dépensent ensuite une grande partie de leur salaire pour financer le train de vie de leurs commandants, tout en effectuant des travaux non rémunérés.
Un soldat explique que les troupes sacrifient souvent une partie de leur salaire pour acheter de meilleurs drones, gilets pare-balles ou équipements pouvant leur sauver la vie. Et puis aussi, je cite, « Tu paieras pour toujours pour qu'ils ne t'envoient pas à la boucherie ». Certains commandants russes auraient forcé les soldats à payer des sommes élevées pour survivre ou éviter d'être abattus. Des journalistes russes en exil rapportent que les commandants de bas niveau se comportent plus en chefs de gang qu'en militaires, dans des structures influencées par de nombreux anciens détenus rejoignant les rangs russes. À l'arrivée de nouvelles troupes, les commandants confisquent cartes bancaires et codes PIN, menaçant de violence les récalcitrants. Si ces soldats meurent, ils sont déclarés disparus, permettant aux commandants de continuer à toucher leur argent. Considérer les soldats de première ligne comme une simple source de revenus, et même certaines des décisions les plus absurdes de la Russie commencent à prendre tout leur sens. Lorsqu'un soldat est blessé au combat, il continue de recevoir un salaire, et s'il peut être maintenu en première ligne, alors le processus d'extorsion peut se poursuivre. Lorsqu'une recrue russe de haut niveau arrive dans l'une de ces unités, les commandants savent qu'elle a probablement plus d'argent, en partie parce qu'elle sera payée selon un meilleur contrat, et en partie parce qu'elle a sans doute mis de l'argent de côté durant sa vie civile. Piéger ces soldats dans une unité d'assaut, et ils pourraient n'en payer n'importe quoi pour éviter la boucherie. S'ils risquent de causer des problèmes, la boucherie est alors à la disposition de leur commandant. Ces incitations expliquent aussi les nombreux rapports de torture physique de soldats russes par leurs commandants près du front, même sur des blessés. Notre équipe sur le front a vu des images de soldats russes amputés de plusieurs membres après des blessures, enveloppés dans du film plastique contre des arbres et encore extorqués. Des vidéos comme celle-ci peuvent être envoyées à la famille d'un soldat, qui finira alors par payer encore plus pour épargner la vie d'une personne enrôlée de force ou sous contrat par l'État russe. En citant la chercheuse Alexandra Arkhipova, qui s'exprimait sur PBS au sujet des communications des familles russes, je cite « Dans de nombreux cas, dans de nombreuses lettres, les gens disent littéralement que nous avons tout payé pour que notre père, frère, mari ne soit pas tué. Dans de nombreux cas, les supérieurs utilisent la torture pour soutirer de l'argent aux soldats. » Fin de citation. Concernant la brutalité, son ampleur reste incertaine, mais selon les informations, ce traitement est généralisé. Un média d'exilés russes, Radio Echo, a recueilli des témoignages de soldats comme ceux-ci, et sur une période de 6 mois en 2025, Radio Echo a indiqué avoir reçu près de 12 000 plaintes concernant la corruption et la violence de la part des commandants russes envers leurs propres hommes. Voici la véritable origine de l'incompétence militaire persistante de la Russie. Alors que l'Ukraine a passé les 4 dernières années à apprendre, à s'adapter et à innover sur le champ de bataille, les généraux russes, les élites de l'industrie de la défense et les commandants de terrain de bas niveau ont construit une machine profondément corrompue à tous les niveaux des forces armées russes. Cette machine sert à enrichir directement et personnellement ceux qui ont la chance de détenir le pouvoir, au détriment des soldats de première ligne qui n'ont pas cette chance. Dans un système comme celui-là, où les responsables ne sont pas seulement corrompus personnellement, mais peuvent partir du principe que la corruption est omniprésente, la réforme n'est tout simplement pas un objectif, même si cela permet de sauver des vies. Là-bas, la réforme est un danger, voire un ennemi. Parce que si la Russie devait un jour corriger l'incompétence qui règne dans ses forces armées, elle détruirait alors la machine que l'incompétence russe est conçue pour servir. Ce statu quo impose des rapports constants de progrès par tous les moyens, et le Kremlin est prêt à dépenser chaque rouble pour y parvenir. Mais l'armée de Vladimir Poutine est envahie de personnes qui ne se soucient pas particulièrement de conquérir l'Ukraine, tant qu'elles savent qu'elles seront à l'abri pour le reste de leur vie dans la Russie d'après-guerre qui suivra. L'incompétence russe s'aggrave parce qu'elle se rationalise et parce que la direction russe a prouvé que la corruption restera impunie tant que les progrès continueront. L'incompétence est le but, car plus cette situation dure, plus cette vaste machine corrompue peut continuer à générer des profits. Merci d'avoir regardé, c'était vraiment déprimant.